Donc, je vais faire juste un petit point sur les thèmes donc abordés. Tout d'abord, pourquoi recruter un apprenti en collectivité? Le rôle fondamental du maître d'apprentissage, les étapes administratives du recrutement d'un apprenti en collectivité et enfin le coût de l'apprentissage, focus sur les aides à l'embauche des apprentis TH. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein. Je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne réunion. N'hésitez surtout pas à poser vos questions donc à n'importe quel moment. Et donc je te laisse la parole, donc Anaïs, responsable de l'agence compétences et territoires. Merci Cyrielle. Bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez les 8072 diapos qui vont composer cette présentation. Euh, Normalement, vous devez avoir à l'écran le premier slide. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler, comme le disait Cyrielle, d'apprentissage. On est en fin d'année, c'est sans doute le moment où certaines et certains d'entre vous ont des élus ou eux-mêmes ont eu l'idée de se dire: «Tiens, si on embauchait un apprenti?» Donc l'idée, c'est de rebalayer un petit peu, toutes les grandes thématiques en lien avec l'apprentissage. Donc le programme, annoncé par Cyrielle est affiché. Donc nous allons commencer par la première partie: pourquoi recruter un apprenti en collectivité? Donc, avant de se demander pourquoi, on peut aussi se demander, bah, c'est quoi donc l'apprentissage? L'apprentissage, c'est un contrat de travail de droit privé, qui va être conclu entre un employeur et un apprenti. Donc l'apprenti, il est salarié, pour une durée, spécifique, donc de 6 mois à 3 ans. On a une possibilité de prolongation dans certains cas, notamment si l'apprenti n'obtient pas le diplôme ou titre provisé, donc s'il redouble, on peut prolonger d'un an, ou bien si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé et qu'il y a des aménagements spécifiques. Il y a un âge pour l'apprenti, il est de 16 à 29 ans révolus à la conclusion du contrat. Il peut être de 34 ans dans certains cas, notamment en cas de redoublement. Et surtout, il n'y a pas de limite d'âge quand l'apprenti est reconnu travailleur handicapé. L'apprentissage, c'est également un principe. Donc, on retrouve une alternance entre enseignement théorique en centre de formation des apprentis, le CFA, et un enseignement du métier chez l'employeur de l'apprenti. Donc, on est sur un contrat de travail pour former quelqu'un, pour le former en CFA et le former en contexte, en l'occurrence en collectivité. Attention, à bien distinguer l'apprentissage, du contrat de professionnalisation. On ne peut pas avoir recours au contrat de professionnalisation dans la fonction publique territoriale. La seule faculté qu'on a à avoir recours à l'alternance, c'est par l'apprentissage. En tout cas, le temps passé en collectivité, je vous le disais, va être considéré comme du temps de formation. Et le temps passé en CFA, donc à l'école, doit être supérieur ou égal à 25 de la durée totale du contrat. Donc sur 1600 heures, 25 en un an, 1607 heures, 25 doivent être passés en CFA. À noter également, je ne l'ai pas noté sur le diapo, j'en suis désolée, mais qu'il y a des congés qui sont acquis par l'apprenti et donc qui doivent se prendre sur le temps collectivité. Le rythme de l'alternance, lui, peut varier en fonction des CFA, en fonction des formations ou du niveau de diplôme ou titre préparé. Parfois, on va avoir des semaines où on a une partie de la semaine, 2 jours en collectivité, 3 jours au CFA. Il peut y avoir des formules où sur un mois, on est une semaine en CFA, 3 semaines en collectivité. On peut avoir des grosses périodes de plusieurs semaines en collectivité, puis de plusieurs semaines en CFA. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la formation qui va être préparée et généralement, ça varie en fonction de la nature des fonctions et du niveau de diplôme. Cet apprentissage doit être sanctionné d'un diplôme ou d'un titre pro qui, lui, est référencé au RNCP. Donc, on arrive à pourquoi l'apprentissage. L'apprentissage, ça peut être un outil de GPEC, donc de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en prévision d'un départ en retraite. En général, la personne qui part en retraite va former son potentiel successeur. Ça demande de l'anticipation parce qu'il faut tenir compte de la durée du diplôme préparé.
Mais c'est aussi, en plus de cet outil GPEC, un moyen de dynamiser une équipe. Par la transmission d'un métier, on a un projet qui va être collectif, vertueux, de former quelqu'un, et ça peut souder une équipe, ça peut être un outil managérial. Donc, l'apprentissage, quel diplôme pour quel métier de la territoriale? Alors là, on enfonce une porte ouverte parce que tous les métiers territoriaux mènent à l'apprentissage. Vous pouvez retrouver en ligne un guide de l'apprenti sur le site du CNFPT. Donc, le diaporama sera accessible, vous sera accessible. Il y a un lien hypertexte vers ce guide qui va recenser les diplômes et titres pro existants et les rapprocher du répertoire des métiers. Et en gros, la quasi-totalité des métiers de la fonction publique territoriale sont accessibles à l'apprentissage. On a quand même un top 5 des spécialités de formation qui vont être accessibles à l'apprentissage dans la territoriale. Donc, là où on a le plus d'apprentis, ça va être sans surprise les métiers techniques et plus particulièrement tout ce qui touche aux espaces verts, donc l'aménagement paysager. Sur ces métiers-là, vous avez le lycée horticole de Roville-aux-Chênes qui accueille régulièrement des apprentis. Et on sait que c'est nationalement que c'est le plus représenté puisque ça représente près de 20% des entrées en apprentissage dans la fonction publique territoriale en 2018. Le deuxième métier qui est le plus accessible via l'apprentissage, en tout cas qui est le plus usité dans l'apprentissage dans la fonction publique, c'est la filière sociale. J'ai vu que des collègues du conseil départemental étaient présents, peut-être que même vont avoir des travailleurs sociaux en apprentissage. Ensuite, on retrouve à nouveau la filière technique. Donc, pour tout ce qui va toucher la cuisine, donc là, ça va toucher toutes les collectivités qui ont un service de cantine en régie propre. Toujours sur la filière technique, on va avoir les métiers de l'informatique. Donc, on est sur des métiers avec un haut potentiel technique et une compétence aiguë. Et la dernière filière qu'on va retrouver sans surprise aussi, c'est l'animation. Donc tout ce qui est BPJEPS et sur l'animation culturelle, sportive et de loisirs qui va concerner également les communes. Donc, ce à quoi on va rajouter une spécificité vosgienne. Donc, depuis janvier, on a un groupe expérimental qui prépare un bac pro AGO au lycée Viviani. Donc là, en fait, le centre de gestion a adapté avec le Greta un bac pro existant, donc le bac pro AGO, qui est l'ancien bac pro secrétariat, et on l'a adapté pour un nombre d'heures à l'environnement des collectivités vosgiennes. Pour l'instant, on va laisser terminer l'expérimentation et surtout arriver une personne qui va être chargée au sein du centre de gestion de développer de nouvelles formations à destination des personnes qui ne sont pas encore en collectivité pour voir si on reconduit, comment on le reconduit. Mais on a un groupe donc de 12 personnes, de 12 apprentis qui sont actuellement en poste dans les mairies des Vosges et qui suivent dans un groupe commun cet apprentissage au métier administratif. En tout cas, quelle que soit la formule, l'apprentissage, on peut dire que c'est un investissement gagnant pour l'employeur. Puisqu'on va retrouver un dispositif de formation en alternance, donc où on conjugue à la fois des périodes en centre de formation et chez l'employeur, donc on met en pratique dans l'immédiat ce qui est appris en cours. C'est un investissement pour l'avenir, puisqu'on va former les futurs collaborateurs des collectivités. L'apprenti, il apporte également un profil dynamisant puisque en général, on a des gens qui sont très motivés, qui vont au bout de leur contrat et qui sont donc un atout pour une équipe. C'est aussi un projet collectif, je le disais, donc la transmission des savoirs du maître d'apprentissage à son apprenti. Donc, on est en train de former des gens qui sont vraiment adaptés à nos propres spécificités comme employeurs. Et c'est une valeur ajoutée. On peut considérer que c'est un moyen efficace de pré-recrutement de personnes qualifiées et opérationnelles. Sachant que pour les apprentis travailleurs handicapés, ça a été l'objet d'une précédente présentation. Il y a désormais, à titre expérimental, des possibilités à l'issue de l'apprentissage d'intégration directe, de titularisation directe dans la fonction publique territoriale. Donc là, on pousse vraiment jusqu'au bout la question du pré-recrutement.
J'en ai fini de cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, Cyrielle. Pas de Je ne questions crois pour le pas. moment. Non, il n'y a Alors, pas de questions pour le moment. si ça va avec tout le monde, si vous avez, est-ce qu'il y a des questions donc sur le pourquoi avoir recours à un apprenti, sur les organismes de formation? Je suis restée volontairement très vague dans mon propos parce que le recensement des centres de formation, normalement, est une compétence du CNFPT. Je pense que la cartographie vosgienne va venir aussi avec la personne que nous sommes en train de recruter pour pouvoir répondre au mieux à vos questions, mais normalement, votre interlocuteur là-dessus, c'est le CNFPT. On peut évidemment, au niveau de l'agence, vous aider à trouver une formation sur le territoire, puisqu'on est quand même pas mal en lien aussi avec la thématique. Il n'y a pas de questions, Non, voilà. j'enchaîne. Ouais, tout à fait, tu peux y aller. Donc, la deuxième partie va être consacrée à la personne qui est vraiment le pivot dans l'accueil de l'apprenti, à savoir le maître d'apprentissage. Donc, le maître d'apprentissage, qui est-il? Eh bien, il peut être tout agent d'une collectivité pourvu qu'il soit volontaire. Donc, ce n'est pas très avisé d'imposer à quelqu'un de devenir maître d'apprentissage. On est sur une grosse responsabilité, quelqu'un qui va devoir accompagner quelqu'un d'autre pendant plusieurs mois. Donc, il faut que ça soit un acte volontaire. On sait aussi que c'est parfois un moyen de résoudre des conflits. On a des exemples de succès, notamment au travers du bac pro AGO. Mais voilà, il faut que la personne soit volontaire. Et un maître d'apprentissage, il peut encadrer jusqu'à 2 apprentis en simultané, plus un redoublant. Donc ça, c'est au maximum. Il doit posséder des compétences professionnelles pour transmettre son métier. Donc, il doit être titulaire d'un diplôme dans le même domaine et de même niveau que celui préparé par l'apprenti. Et ou il doit justifier de 3 années d'expérience à son poste. Donc, pour que quelqu'un soit maître d'apprentissage, il faut l'une ou l'autre ou les deux de ces conditions, soit de diplôme, soit d'expérience. Il doit également avoir des qualités pédagogiques et ça, là-dessus, il peut bénéficier de formation pour exercer au mieux sa mission. On est vraiment sur une mission annexe. Là-dessus, le CNFPT organise régulièrement des formations, tutorats ou maîtres d'apprentissage. Sur 1 à 3 jours, il est vraiment avisé d'envoyer des personnes maîtres d'apprentissage en formation là-dessus parce que même si on a des profils encadrants, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si il faut qu'il y ait un seul maître d'apprentissage, il peut y avoir un collège tutoral. L'objectif là-dedans, ça peut être d'assurer une continuité de suivi de l'apprenti. Donc, quand le maître d'apprentissage est absent, il y a d'autres collègues qui peuvent prendre le relais. Ça peut être utile aussi dans les plus grosses collectivités si l'apprenti effectue des immersions dans plusieurs services quand le projet professionnel vise une polyvalence. Donc, en général, on va désigner au sein de chaque service dans lequel la personne va effectuer des immersions un référent qui va participer ensuite au collège tutoral. Donc, ça permet un partage donc, de cette fonction entre plusieurs agents de la collectivité. Mais je vous le disais, une seule personne est désignée maître d'apprentissage. C'est cette personne-là qui assurera la coordination de l'équipe tutorale et surtout qui sera l'interlocuteur du CFA quand il y aura des choses à mettre en place, notamment sur tout ce qui est projet dans le cadre de l'apprentissage. J'ai pas fini cette diapo, j'en suis désolée. En fait, il est possible de désigner, excusez-moi, un maître d'apprentissage suppléant, ça dès le contrat, hein. Donc, il y a une personne qui est maître d'apprentissage, mais il peut y avoir une suppléance également. Et ce collège tutoral qui peut compter plusieurs personnes, 5-6 personnes si nécessaire. Le maître d'apprentissage, il a un vrai rôle de formation, hein. Je le disais en préambule, l'apprentissage, on est sur un contrat de travail, donc la personne travaille, mais elle travaille à être formée.
Donc, au fur et à mesure, elle va gagner en autonomie, mais ce qu'elle fait en collectivité, c'est se former et donc c'est le maître d'apprentissage qui forme l'apprenti. Donc, pour ça, il a pour mission, le maître d'apprentissage, de contribuer à l'acquisition dans la collectivité des compétences qui correspondent au diplôme préparé. Donc, il va former l'apprenti sur son propre temps de travail, ce qui veut dire en tant qu'employeur, il va falloir aménager ce temps de travail pour que le maître d'apprentissage puisse accompagner l'apprenti. Le rythme est à déterminer en fonction des possibilités du maître d'apprentissage, du diplôme préparé, du profil de l'apprenti. Il peut y avoir plus ou moins d'autonomie de l'apprenti à son poste. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un suivi de cet apprentissage avec une personne à titre régulier. Pas quotidien, pas hebdomadaire, le rythme vraiment est à fixer, mais régulier. Donc ça veut dire aussi que la personne donc, qui est maître d'apprentissage va se rendre disponible pour répondre aux questions de l'apprenti et s'assurer de son intégration. Heu, il va s'informer également, donc le maître d'apprentissage, du parcours au sein du CFA. Certains vont même avoir accès au relevé de notes de l'apprenti. Et il va donc, le maître d'apprentissage, consacrer du temps aux relations avec le CFA. Je le disais, c'est lui l'interlocuteur privilégié du CFA. Donc généralement, chaque apprenti dans un groupe, dans une classe, va avoir un enseignant référent. L'enseignant référent va contacter le maître d'apprentissage pour effectuer des contrôles sur le déroulement de la formation au sein de la collectivité. Donc la fonction de maître d'apprentissage est un vrai investissement. D'ailleurs, il est reconnu puisque si la personne est titulaire, elle doit, c'est pas elle peut, c'est elle doit bénéficier d'une NBI de 20 points. Si la personne est contractuelle, il est possible éventuellement de valoriser son implication via du régime indemnitaire. Mais en tout cas, s'il est titulaire, il doit bénéficier d'une NBI de 20 points. Cette NBI n'est pas cumulable avec une autre NBI perçue. Donc, ça veut dire que c'est la plus élevée des NBI qui sera prise en compte. Mais en tout cas, sur toute la durée de l'apprentissage, jusqu'à la sortie de l'apprenti de son statut d'apprenti, le maître d'apprentissage bénéficie de cette NBI. J'en ai fini avec cette partie. Est-ce qu'il y a des questions sur le maître d'apprentissage? Non, toujours pas de questions, hein. Toujours Donc, pas de questions, ça doit être très très clair. je pense. Mmh. Merci Cyrielle. Je suis là pour ça. Non, oui, pas de questions. Peut-être. Alors, s'il y a aussi des retours d'expérience, je prends des maîtres d'apprentissage parmi vous qui auraient des expériences sur le temps que ça peut lui demander, qui pourraient donner envie aussi à d'autres de prendre un apprenti. On est aussi preneur. Peut-être que le panorama, à l'occasion, fera un petit focus sur un maître d'apprentissage dans ses présentations. Ça pourrait être top. C'est clair comme de l'eau de roche. Merci Madame Bello. Euh, je vais donc enchaîner, mais en fait, je suis vachement en avance parce que ouais, j'ai 8 minutes d'avance. Donc, je vais essayer de. Là, on va rentrer dans la partie la plus technique de la présentation, puisqu'on est sur les étapes du recrutement d'un apprenti. Donc, il y en a 10. Je vous rassure, il n'y a pas une slide par étape. On a déjà vu ensemble donc, les besoins et les capacités d'accueil. Hein. Tout ça, c'était en lien avec le pourquoi avoir recours à un apprenti, que ce soit dans un optique de remplacement de départ en retraite ou dans un optique plutôt managériale de cohésion. Les capacités d'accueil, donc c'est en lien avec les capacités qu'il y a en interne à transmettre le métier. L'identification de la formation et du CFA, ben, on l'a également abordé. On a également abordé la question du tuteur, enfin, du maître d'apprentissage. Donc, on va passer directement à la partie numéro 4, qui est vraiment du technico-administratif, mais qui est très important, c'est la saisine du comité technique.
Donc pour, les collectivités dont le comité technique est affilié au CT départemental, la saisine se déroule sur Agir, au motif donc de l'accueil d'un apprenti. Il y a des pièces à fournir. Alors, au moment de l'élaboration du besoin, vous pourrez avoir élaboré une fiche de poste type avec, surtout c'est très important, les horaires de travail précisés. C'est quelque chose qui tient beaucoup, aux membres du CT de vérifier que, l'apprenti travaille bien dans les cadres, à savoir, maximum 35 heures semaine. Les pièces à fournir également, c'est la fiche de poste du tuteur. Ce que va vérifier le CT, c'est si, le maître d'apprentissage, a bien, un temps de travail, qui peut lui être dévolu à, ses fonctions de maître d'apprentissage. Et enfin, ce qui va être transmis, c'est le programme de la formation. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est transmis normalement par le CFA au moment où vous l'avez contacté. Qui va, vous donner le programme, du diplôme, le rythme de l'apprentissage, le diplôme attendu, les dates, le calendrier. Donc toutes ces choses-là sont à verser, lors de votre saisine du CT. Donc tout cela, va intervenir au préalable, du reste, c'est-à-dire vous devez saisir le CT avant de délibérer. Et vous devez avoir au préalable désigné donc le maître d'apprentissage. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut procéder pour être vraiment raccord dans les clous. Donc la délibération, elle doit, prévoir l'émission de l'apprenti. Donc on reprend la fiche de poste qu'on avait déjà versée au CT. Éventuellement, s'il y a eu des observations, on peut en tenir compte à ce moment-là. Elle doit désigner le tuteur ou le maître d'apprentissage, donc pareil que lors de la saisine du CT, et identifier le diplôme préparé. Et elle doit évidemment prévoir au budget la dépense afférente au coût de l'apprentissage. On y reviendra plus tard. Donc il y a une délibération qui prévoit en fait, qui autorise l'autorité territoriale à avoir recours à l'apprentissage, qui, prévoit la dépense afférente, mais on n'est pas sur une création d'emploi, puisqu'on n'est pas sur de l'emploi permanent. Donc il n'y a pas besoin de déclarer une vacance ou une création d'emploi sur le site emploi territorial. Vous verrez tout à l'heure, en revanche, on peut tout à fait utiliser emploi territorial pour faire un appel à candidature. Mais on n'est pas sur de la création d'emploi puisqu'on n'est pas sur de l'emploi permanent. Donc la sélection de l'apprenti, euh, elle va intervenir après, je vous le disais, un appel à candidature. Donc l'appel à candidature, il peut trouver le profil idéal, votre apprenti idéal. Il peut se faire via les CFA. Généralement, les centres de formation des apprentis ont des personnes qui ont assisté à leurs portes ouvertes, qui ont bien laissé soigneusement leur CV et donc qui cherchent à trouver une entreprise ou une collectivité d'accueil. Donc déjà, les CFA peuvent être un premier interlocuteur pour trouver un profil. Je vous le disais, vous avez également le site emploi territorial qui va permettre cela, le pôle emploi, Cap emploi pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés et nous, le CDG. Nous, très régulièrement, nous allons avoir des personnes qui souhaitent entrer en apprentissage, qui nous adressent leur candidature. On aimerait mettre à jour une CVTech. Pour l'instant, elle n'est pas opérationnelle, mais je pense qu'assez rapidement, on va être en mesure de vous proposer quelque chose. Je vous le disais, sur emploi territorial, vous pouvez donc créer une opération spéciale apprenti. Donc, cette opération n'aura pas de déclaration de vacances ou de création d'emploi puisqu'il n'y en a pas. En revanche, vous pourrez, en sélectionnant contrat d'apprentissage comme type d'opération, formuler et mettre en ligne un appel à candidature. Donc ça, c'est pour les personnes qui consulteraient le site emploi territorial. Vous avez également le ministère de la fonction publique qui a créé une bourse au stage et à l'apprentissage. Donc là, il y a un lien hypertexte. Je vais me permettre de cliquer dessus pour vous montrer à quoi ressemble l'interface pour les visiteurs. C'est en fait une bourse au stage et à l'apprentissage interministériel. Je vais cliquer dessus. Ça me l'ouvre et je vais vous la partager. Elle est là.
Donc vous voyez, c'est le ministère, de la transformation et de la fonction publique. On est, dans le cadre du plan de relance. Il y a une vraie volonté, gouvernementale, de faire de la place pour l'apprentissage et les stages dans la fonction publique. Il y a un accès recruteur, un accès candidat. Donc, pour créer un accès recruteur, il doit falloir, créer un compte, tout simplement. Et une fois que vous avez créé ce compte, vous devrez vous connecter. Et donc, c'est un moteur de recherche pour les candidats qui vont pouvoir chercher des stages, de l'apprentissage par différentes entrées. Donc, il y a le diplôme préparé, donc tous les niveaux jusqu'au doctorat. Il y a une offre en doctorat visiblement. Il y a les domaines d'activité, donc il va recenser tous les domaines d'activité propres à la fonction publique. On va retrouver dans l'administration de rattachement, donc les administrations centrales, je vous le disais, puisqu'on est sur de l'interfonction publique, mais également des collectivités territoriales. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore saisi de la part des communes et des conseils départementaux et des autres établissements publics territoriaux. Mais il y aura certainement une communication directe de la part de la DGCL à l'adresse des mairies. En tout cas, sachez que ça existe, qu'il y a une communication qui est faite via les établissements scolaires également, et que donc pour trouver des apprentis, c'est une bonne idée pour pouvoir être attractif et bénéficier de la force du nombre. Heu, voilà, donc c'est une nouveauté cette bourse, et je vous encourage vivement à, y avoir recours. Quand on sélectionne un apprenti, vient assez rapidement la question de la rémunération. Donc la rémunération, vous trouverez cette grille sur servicepublic.fr. La dernière mise à jour date de décembre 2020. Ce sont des choses qui sont très mouvantes. Donc attention, au moment du recrutement à bien, nous contacter si nécessaire pour vérifier que les grilles de rémunération minimale sont bien encore celles-là. Donc on parle bien d'une rémunération brute minimale. Vous pouvez, par délibération, au moment de la délibération, proposer que la grille soit plus élevée, mais en tout cas, on ne peut pas aller en dessous de ce montant. Donc le montant va varier en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'études dans lequel il est. Donc vous voyez que c'est progressif. Plus on avance dans le temps pour le diplôme, plus la rémunération est élevée. Et pour les personnes de 26 ans et plus, donc essentiellement les personnes reconnues travailleurs handicapés, on est sur 100% du SMIC. Alors attention, point de vigilance sur ce sujet-là, à avoir en tête au moment où vous mettez en place un collectif tutoral, c'est que le salaire de l'apprenti est presque quasiment exonéré de charges et de cotisations. Ce qui fait qu'à peu de choses près, le salaire perçu en net équivaut au salaire brut. Ce qui fait qu'on a des apprentis, quand ils ont plus de 26 ans, qui vont avoir parfois un traitement net plus élevé que certains de leurs collègues, ce qui peut susciter des crispations, des frustrations de la part des collègues du collège tutoral. Donc c'est quelque chose vraiment à avoir en tête. On ne peut pas faire moins puisque c'est le minimum légal. On peut expliquer aussi qu'un apprenti n'a pas forcément vocation à rester dans les effectifs, que qui dit absence de cotisation dit absence de cotisation, en tout cas il y a très peu de cotisations sur la retraite. Il y a une petite part à l'IRCANTEC, mais c'est moins important. Et on est sur quelque chose où la personne n'a pas forcément, en tout cas, vocation à rester. Donc, en tout cas, c'est une vigilance à avoir parce que ça peut créer des frustrations. Cette rémunération, elle peut être en plus majorée de 15 points au-delà de la rémunération minimum réglementaire si ces 3 conditions sont remplies. C'est cumulatif, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, hein. Il faut que le contrat dure moins d'1 an. Il faut que le diplôme préparé par l'apprenti soit de niveau équivalent à celui précédemment obtenu, et il faut que la qualification recherchée soit en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu.
Donc, quelqu'un qui prépare un bac pro gestion administration en moins d'1 an, donc en 9 mois, et qui précédemment avait un BTS secrétariat. Donc les thèmes sont les mêmes. On est sur un contrat de moins d'1 an. On est sur un diplôme de niveau supérieur, va avoir cette majoration de 15 points de rémunération. Donc ce sera 115% du SMIC. Je n'ai pas encore vu de ce cas de figure, mais il peut arriver et il peut être demandé. Ça en est tout sur les étapes administratives du recrutement d'un apprenti. Il nous reste donc pour cet apprenti à conclure le contrat et à l'enregistrer auprès de la directe, puis à établir la DPAE comme n'importe quel contrat, y compris de droit public. Donc sur la conclusion et l'enregistrement du contrat, le contrat en fait c'est le CERFA. C'est le CERFA FA13. On peut vous donner un exemplaire si jamais vous souhaitez recourir à un apprenti. Ça vaut contrat. Il n'y a pas besoin de plus. Le CERFA suffit. Donc ce CERFA, ce contrat, doit être transmis à la directe dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de ce contrat. Il va être donc transmis à l'UL du 57. En l'occurrence, je vous ai mis le mail de la personne qui les réceptionne pour l'instant, Marina Colella, qui pourra également répondre à vos questions si vous la contactez. À noter qu'il y a une période, alors qu'on va appeler d'essai, mais qui en réalité s'appelle une période probatoire, qui est d'une durée de 45 jours en collectivité. Donc entre le moment où vous concluez le contrat et la fin de cette période probatoire, c'est 45 jours qui ne sont pas forcément consécutifs, c'est 45 jours calendaires en collectivité pendant lesquels le contrat peut être rompu par écrit, par l'employeur ou par l'apprenti, sans motivation spécifique. Si jamais à l'issue de ces 45 jours de période probatoire, il devait avoir une fin, on est sur un dispositif autre et je vous invite à vous rapprocher soit de nous-mêmes, soit de la directe pour avoir plus d'informations sur la procédure. À noter également que un contrat d'apprentissage peut commencer jusqu'à 3 mois avant le début des cours. Donc, par exemple, si quelqu'un commence au 1er septembre, vous pourriez l'embaucher dès à présent. Et il peut durer jusqu'à 3 mois au-delà de la fin de l'apprentissage, au-delà de la fin des cours, de l'obtention du diplôme. Donc, il y a cette période de 3 mois pendant lesquels la personne peut être à 100% en collectivité et avoir le statut d'apprenti. Dernière chose, mais peut-être que si Yannick n'est pas arrivé et s'il n'y a pas de questions, je vais en profiter pour vous présenter certaines dispositions particulières. À savoir les processus de recrutement, d'intégration directe des apprentis travailleurs handicapés. Alors, que se passe-t-il si l'apprenti n'a pas 16 ans révolus? Il y a des dérogations qui existent que je n'ai pas notées et que je n'ai plus en tête, mais je me note que je peux vous envoyer une réponse si vous me laissez votre mail dans le chat. De toute façon, Cyrielle, toi, tu auras la réponse. Je vois que Yannick Grasser-Chambre est arrivé. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais juste vous présenter très brièvement le coût de l'apprenti côté, enfin les aides plutôt régulières pour les apprentis. Et ensuite, je laisserai donc la parole à Yannick qui va vous présenter les dispositifs spécifiques pour l'apprentissage des travailleurs handicapés. Et si à la fin il nous reste un peu de temps, je vous présenterai très brièvement donc la procédure de recrutement en intégration directe des apprentis TH à l'issue de leur contrat. Donc ça, c'est une expérimentation jusqu'en 2024. En fait, on peut intégrer directement en tant que fonctionnaire, c'est même pas en tant que stagiaire, mais en tant que titulaire, des personnes travailleurs handicapés à l'issue de leur contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est un dispositif très spécifique. Vous aurez des informations sur le site CDG+. C'était l'objet
de la dernière visio, 1 heure pour tout comprendre, donc le sujet a déjà été présenté. Sachez que cela est possible. Pour revenir au coût de l'apprentissage, donc on fera un focus sur les aides à l'embauche des apprentis dans 2 petites secondes. Juste d'abord, les aides accessibles à tous les contrats. Donc d'abord, dans le cadre du plan de relance, donc pour tout contrat conclu jusqu'au 31 décembre 2021, vous allez pouvoir percevoir 30 000, bouh, ça fait beaucoup, 3 000 € d'aide à l'embauche et c'est déjà pas mal dans le cadre du plan de relance. Donc, je vous ai mis le lien du portail pour pouvoir avoir accès à ces aides sur le diaporama qui vous sera transmis. Et vous pourrez également bénéficier, donc ça c'est en tout temps, d'une prise en charge de 50% des frais d'inscription par le CNFPT. Cette prise en charge, en fait, elle est directement remboursée au CFA, ce qui fait que le CFA ne va vous facturer que le reliquat de ce qui n'est pas pris en charge par le CNFPT. J'en ai fini pour ma partie, donc je laisse la parole et remercie beaucoup, beaucoup Madame Yannick Rasserchamp pour sa présence qui va vous présenter les aides spécifiques TH qui existent. Et donc, je vois qu'il y a des demandes d'informations sur les apprentis avant l'âge de 16 ans, donc on prend bonne note de tout ça et on vous les transmettra. Merci beaucoup pour votre attention. Donc à moi, donc bonjour à tous. Je suis, comme l'a dit Anaïs, Yannick Rasserchamp, je suis responsable du pôle santé sécurité au travail au centre de gestion. Et je représente aujourd'hui Erwaneas, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui. C'est notre référent FIPHFP au niveau du centre de gestion. Donc moi, je vais vous présenter les aides dans le cadre de personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé et qui souhaitent suivre un apprentissage. Et vous, en tant que collectivité, quelles sont les aides que vous pouvez mobiliser pour cette personne qui souhaiterait faire un apprentissage chez vous? Et il y a aussi un versant aussi apprenti, quelle aide lui aussi peut recevoir en tant que apprenti reconnu travailleur handicapé. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je cherche. Voilà. Anaïs, tu me dis si tu vois mon écran. Je vois ton Anaïs écran. Je vois. Ok, donc les différentes aides, concernant l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vais vous présenter ce tableau-là qui est un récapitulatif de toutes les aides au niveau de l'apprentissage. Pour information, ces aides sont limitées à 10 000 € par agent sur 3 ans et 40 000 € par année civile pour la collectivité. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir parce que une collectivité qui irait au-delà de 40 000 € de demande ne pourra plus percevoir d'aide au-delà de ce plafond. Donc l'ergonome est Erwaneas au niveau du centre de gestion des Vosges est votre interlocuteur pour toutes vos démarches de subvention du FIP, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais en tout cas c'est bien Erwaneas. Alors, la première aide, tout d'abord, qui est mobilisable au niveau de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'aide, l'indemnité d'apprentissage. Alors, l'objectif de cette aide, c'est d'inciter les employeurs à embaucher les personnes en situation de handicap en contrat d'apprentissage. Le FIP participe à la prise en charge du coût salarial de l'apprenti à hauteur de 80% de la rémunération brute et charges patronales par année d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que l'employeur n'a pour sa part 20% de restendu par rapport à la rémunération de l'apprenti. Donc, ça, c'est une aide qui est énorme au niveau de l'apprentissage. Alors, cette aide, elle est mobilisable au terme de chaque année scolaire échue. Donc là, l'ergonome vous aide, le référent handicap vous aide à monter les dossiers pour pouvoir percevoir cette aide à terme de chaque année scolaire échue. Le renouvellement, c'est tous les ans pendant la période du contrat d'apprentissage, donc si c'est 1 an, 2 ans ou 18 mois, en tout cas, à chaque année, si c'est possible, l'ergonome vous aidera à réaliser cette demande d'aide. Donc ça, c'est une très grosse aide. Alors, pour information,
c'est quelle que soit la rémunération que vous avez décidé de mettre à votre apprenti. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé, Anaïs, de la rému ou pas. Anaïs, Oui. t'es plus là? J'ai parlé de la rémunération. D'accord, ok. En tout cas, le FIP n'a pas de plafond au niveau de cette prise en charge à hauteur de 80%. Deuxième aide, alors je regarde si j'ai des questions parce qu'en fait je ne vous vois pas. Ok. Tu me diras, Anaïs, s'il y a des questions parce qu'en fait je n'ai que mon tableau sous les yeux donc je ne vois pas la visio en fait. Oui, alors les Yannick, je m'en questions, occupe. voilà. D'accord, merci. Donc deuxième aide, donc c'est ce qu'on appelle frais et surcoûts liés aux actions de formation. Donc cette aide permet aux agents en situation de handicap de participer à une formation adaptée. Et là, le FIP participe à la prise en charge des frais de formation et finance le surcoût des actions de formation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les aides, par exemple un transport très spécifique, une personne qui ne peut pas se rendre à sa formation pour des problématiques moteurs ou d'hébergement, ou il y a une problématique d'ingénierie pédagogique très spécifique à mettre en place, ou tout frais relatif lié à cette formation, c'est ce qu'on appelle les frais de surcoût liés à la formation. Donc là, le FIP participe à hauteur de 10 000 € par an pour ces frais-là. Et pour les frais d'hébergement et de déplacement, de restauration, jusqu'à 150 € par jour, tout compris. Voilà. Alors, quand est mobilisable cette aide, ce sont des demandes qui sont faites sur devis et elles doivent être faites au plus tôt les 2 mois précédant la date de la formation. Et donc, cette aide, elle est mobilisable pour chaque formation. Quel que soit le nombre de formations que va recevoir votre apprenti, vous pouvez demander et mobiliser cette aide à chaque formation que l'apprenti recevra. Troisième aide, c'est ce qu'on appelle l'aide au tutorat. Donc, l'objectif de cette aide est de favoriser l'intégration de l'agent grâce à l'appui d'un collaborateur interne à l'employeur qui est formé à la fonction de tuteur. Donc là, le FIP finance les heures du tutorat, c'est-à-dire les heures que le tuteur passe auprès de l'apprenti, avec un plafond de 228 heures par an. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge la rémunération brute hors prime du tuteur, et donc avec une proratisation horaire. Et une fois cette rémunération horaire, vous pouvez multiplier par 228 et vous allez percevoir ce montant-là par année au niveau du mobilisable au niveau du FIPHFP. Alors, c'est une aide qui est mobilisable chaque année de contrat, c'est-à-dire pas qu'une seule fois pour un contrat, mais chaque année de contrat. Donc, si le contrat dure 2 ans, bah, vous pouvez la mobiliser 2 fois, etc., etc. Voilà pour cette aide-là. Au niveau d'une autre aide, donc c'est l'aménagement de l'environnement de travail, donc elle n'est pas spécifique à l'apprentissage, c'est une aide qui est mobilisable quelle que soit la situation statutaire, la position statutaire de la personne au niveau. Donc là, il est question de l'apprenti, donc elle est également mobilisable, c'est pour ça qu'on vous l'a mise. Donc c'est concernant l'aménagement de l'environnement de travail. Donc c'est une aide qui permet d'adapter ou d'améliorer la situation de travail d'un agent qui a des difficultés, surtout biomécaniques ou organisationnelles ou psychosociales. Et cette prise en charge de l'aménagement de l'environnement de travail, elle a pour but de compenser la situation de handicap de l'agent. Donc, le FIPHFP participe à hauteur de 10 000 € par agent. Juste pour information, si c'est un aménagement en dessous de 200 €, le FIP ne participera pas, puisqu'avec la lourdeur administrative du dossier, pour 200 €, il ne souhaite pas participer pour une valeur de 200 €. Pour information, le FIP finance sur facture si le montant est de 1 200 €, donc dans les 6 mois maximum, ou sur devis si le devis est supérieur à 1 200 €, pareil dans un délai de 2 mois maximum. Voilà, et cette aide est renouvelable tous les 3 ans. Je me permets de t'interrompre, Oui. Yannick, parce que c'est une question, je crois, qui revient assez régulièrement. Est-ce que cet aménagement de l'environnement
de travail est valable au sein de l'établissement du CFA? Est-ce que le FIP peut Alors, financer l'aménagement d'environnement de travail au sein du CFA? Si l'apprenti dit qu'il a mal au dos, par exemple, dans la salle de classe. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, il y a un autre acteur qui intervient. Et normalement, le CFA a des budgets qui sont dédiés à la compensation du handicap pour des apprentis qui devraient, enfin, des étudiants qui devraient être présents. Alors, je sais pas. Alors, soit ils ont une cellule handicap et du coup, c'est possible. Après, je ne vois pas pourquoi un employeur financerait un fauteuil, par exemple, je dis n'importe quoi, pour le CFA qui en bénéficierait, pour l'apprenti évidemment. C'est un petit peu compliqué comme architecture financière. Donc, a priori, c'est le CFA qui est responsable de l'aménagement Normalement, des apprentis dans le cadre des cours. Oui, normalement, chaque CFA a une cellule handicap. Hein, et à ce titre, il faut se rapprocher de la cellule handicap. Alors, elle est souvent pas sur site, hein, elle est soit régionale. Voilà, à voir. Après, chaque situation est singulière, donc après, on peut essayer de voir, mais c'est vrai que cette architecture financière entre l'employeur, le CFA et le montage avec le CDG, ça me semble compliqué tout autour de l'apprenti. Mais bon, à voir, mais ça me semble très compliqué. Ok, merci. Alors, si l'aménagement est transposable, je vous dis n'importe quoi, il lui faut un ordinateur portable, une souris portable, enfin une souris particulière, un clavier particulier, ça, il peut le prendre au CFA, mais dès l'instant où c'est quelque chose qui n'est pas transportable, ouais, ça me semble très, très, très compliqué. Donc, à voir. Un logiciel de traduction, par exemple, pour les malvoyants, ça c'est possible, etc. Mais à voir. Merci. Ok, donc 5e aide, c'est l'aide financière pour l'apprenti. Alors, cette aide-là, elle est orientée pour l'apprenti. L'objectif est de développer l'accès de l'apprentissage en attribuant une aide forfaitaire visant à couvrir les frais inhérents à l'entrée de l'apprentissage pour l'apprenti. Donc, l'employeur public peut verser cette prime s'il le souhaite ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'employeur qui décide ou pas de la verser à l'apprenti. Une fois qu'il l'a versée à l'apprenti, donc c'est une aide forfaitaire de 1 525 €, le FIPHFP lui rembourse intégralement cette aide de 1 525 €. Et il y a une condition, c'est 45 jours après la période d'essai. Je pense qu'Anaïs vous a expliqué qu'il y avait 45 jours dans le cadre de l'apprentissage. Anaïs, je pense que tu as dû certainement préciser que ces 45 jours ne sont pas forcément cumulés. Ça peut être les 45 jours effectifs au niveau de l'employeur public. Donc voilà. Donc c'est à vous de choisir si vous souhaitez ou pas, au bout de ces 45 jours, que l'apprenti puisse bénéficier de cette aide qui est totalement remboursée, intégralement remboursée. 6e aide qui est possible, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement socio-pédagogique. Donc, l'objectif est de créer des conditions de réussite pour l'insertion dans le milieu professionnel. Et là, le FIP participe à la prise en charge des frais d'action socio-pédagogique. Alors, c'est un peu du charabia et des termes tarte à la, enfin, c'est des termes un peu tarte à la crème, comme on dit. Donc, en fait, pour vous expliquer, ça peut être, par exemple, un apprenti qui a des problématiques sur le traitement cognitif, c'est-à-dire qu'il a des problèmes à bien comprendre, à réaliser ses devoirs, à avoir la compréhension exactement de ce qui lui est dit. Et bien, par exemple, il y a une tierce personne qui peut venir l'accompagner, soit pendant ses cours, soit en dehors de ses cours, pour l'aider sur cette problématique-là et l'aider sur le traitement cognitif de l'information pour qu'il puisse comprendre et intégrer et comprendre soit les cours, soit aussi en milieu de travail. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est une tierce personne qui vient compenser une problématique, c'est souvent du traitement de l'information. Donc là, la limite de ces aides, c'est il y a un plafond, c'est 500 fois le SMIC horaire brut. On est à peu près sur un plafond de 5 000 €, quelque chose comme ça, même 5 200 €. Donc ça, c'est mobilisable chaque année, c'est-à-dire que l'apprenti peut en bénéficier la première année d'apprentissage, mais également la deuxième année d'apprentissage.
et donc elle est réalisable tous les ans pendant la durée du contrat. Septième aide possible, c'est ce qu'on appelle la prime d'insertion. Alors ça, c'est une fois que l'employeur, que l'apprenti a fini son apprentissage, eh bien c'est une aide qui permet à l'employeur de recruter la personne en situation de handicap à l'issue de cet apprentissage. Et c'est une prime forfaitaire qui est versée à l'employeur de 1 600 € par le FIPHFP dès l'instant où l'apprenti est titularisé, enfin stagiairisé au niveau de l'employeur. Voilà. Ça, c'est une aide mobilisable après donc, le recrutement. Donc, il faut pouvoir justifier par pièce, donc l'arrêté de titularisation ou contrat de CDI. Mais alors, nous, on n'a pas de contrat de CDI dans la fonction publique territoriale. En tout cas, il faut une pièce justificative une fois titularisation faite pour que vous puissiez bénéficier de cette prime de 1 600 €. Et donc, c'est une aide qui n'est mobilisée qu'une seule fois, évidemment. D'autres aides aussi sont mobilisables au même titre que toutes les personnes en situation de handicap. Donc, il y en a d'autres. Donc, c'est avec Erwan, votre référent handicap, que vous allez pouvoir échanger sur ces différentes aides. Donc là, on a mis par exemple que la personne, l'apprenti qui a besoin d'une auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens de la vie professionnelle, elle peut en bénéficier. Si une personne a des problématiques de lecture, un malentendant, des problèmes visuels, vous pouvez aussi faire appel à un interprète des langues, du décodage, du transcriptage, etc., etc. Donc, il y a une multitude d'autres aides aussi, mais très spécifiques. Donc, on ne vous les a pas mis, en tout cas, elles existent. Voilà. Attention, juste pour information, le FIP refuse toutes les factures de plus de 6 mois. C'est-à-dire que si vous avez une facture de plus de 6 mois en fonction, par exemple pour un aménagement, les délais ne seront pas respectés et du coup, le dossier est retoqué, il est repréinstruit, on doit refaire la demande, etc. Donc attention à bien valider les dates avec le référent handicap quand vous montez le dossier. Donc voilà au niveau des aides. J'avais une dernière petite slide à vous montrer. Alors, je regarde juste s'il y a des... Est-ce que déjà vous avez des questions? Il n'y a pas... Est-ce que certains ont des questions ou pas? Non? Il n'y a pas de questions pour le moment à ce sujet. D'accord. Alors, je vais juste vous montrer un petit exemple. Alors, hop. J'arrive pas à y aller. Je recommence. Hop, on est dans les temps, Anaïs? On est bon. Hein. On est dans les temps, Jean-Michel. J'arrive pas à aller sur mon partage de... Je n'y arrive pas. En attendant, Anaïs, il y avait juste une petite question de Madame Fauter. Elle demandait s'il n'y avait pas d'autres dérogations parmi celles que tu avais exposées au niveau des apprentis de moins de 16 ans. A priori, non. Mais on est sur une législation qui est mouvante, donc ce qui est réel aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Je vous invite à vous rapprocher de la directe à ce sujet. C'est vraiment la directe en fait qui enregistre les contrats d'apprentissage. Donc c'est eux qui vont vérifier que ça soit vraiment raccord. Donc si vraiment vous avez des questions très spécifiques sur les dérogations possibles, le mieux c'est de les contacter directement. Ok. Est-ce qu'Anaïs, tu vois mon partage d'écran? Partage d'écran de monsieur en situation de handicap. Exactement. Donc, c'est un petit exemple pour vous expliquer ce que peut représenter toutes ces aides-là. Alors, on vous a mis un exemple. Donc, c'est pas monsieur, mais madame M en situation de handicap qui est au poste d'agent administratif au sein d'une collectivité. Elle prépare le diplôme de BTS assistant manager sur 2 ans. Le CFA étant la CCI de Meurthe-et-Moselle. L'agent est en contrat d'apprentissage pendant 2 ans, qui répartit 3 jours en collectivité, 2 jours en formation, et elle perçoit un salaire de 1 551,93 net. Le FIP, la collectivité a donc une indemnité annuelle qui est versée de 18 623,16 €
Et l'aide du FIP, si on prend l'aide de prise en charge à hauteur de 80% de la rémunération, prendra en charge 14 893. Le restant dû de la collectivité va donc être de 3 724,63 € pour cette année d'apprentissage. Les restrictions médicales. Donc l'apprenti est vu en visite d'embauche, un suivi médico-professionnel au niveau de la médecine professionnelle et préventive au niveau du centre de gestion. Elle voit le médecin et elle a des restrictions d'aptitude qui sont définies par le médecin. Donc, un aménagement doit être réalisé pour compenser son handicap. Le coût de l'aménagement pour la compensation de handicap sur son poste informatique est de 2364,66 €. Le FIP prend en charge le surcoût lié à la compensation de handicap, donc finance à hauteur de 2055,94 € cet aménagement, donc le restant dû de la collectivité, 308 €. C'est une situation réelle, hein, c'est pour ça qu'il y a des virgules. Au niveau du soutien socio-pédagogique, donc c'était l'entreprise Prométhée Formation qui avait été interpellée pour ce soutien-là. Le coût de la formation s'élevait à 4 681 €, le plafond étant de 5 137 €, le restant dû pour la collectivité est donc de 0. La prise en charge a été totale pour le soutien socio-pédagogique. Au niveau des heures du tutorat, donc il avait été estimé que le tuteur passait 4 heures par semaine au niveau avec l'apprenti pendant 22 semaines, donc avec un plafond de 228 heures. Donc là, on était sur 88 heures, donc on est vraiment au niveau du plafond. Donc, la rémunération annuelle brute du tuteur est de 28 990 €, donc une prise en charge de 1 786 €. Donc, vu qu'on est en dessous du plafond, les 1 786 € ont été pris en charge totalement par le FIPHFP, donc un total de 0 aussi au restant dû pour la collectivité. Donc, si on regarde le coût total de la collectivité, c'est 27 454 €. Le coût total, l'aide totale qu'a pu percevoir la collectivité par le FIPHFP est de 23 421 €. Le restant dû pour cette année d'apprentissage est de 4 000 € pour la collectivité. Donc voilà. Donc, parallèlement à ça, il y a eu des frais inhérents à l'entrée. L'apprenti a pu percevoir les 1 525 €, donc qui a été remboursé intégralement par le FIPHFP au niveau de la collectivité. Et résultat aussi, cette personne a réussi l'obtention de son BTS à l'issue de son apprentissage et elle a eu une opportunité, donc elle n'est pas restée au sein de la collectivité, elle a eu l'opportunité d'obtenir un CD dans une autre structure. Mais si par exemple, elle avait pu bénéficier ou s'il y avait une autre opportunité au niveau de sa collectivité mère, la collectivité aurait pu percevoir dans le cadre d'une titularisation de 1 600 € comme prime d'insertion pour cet apprenti. Voilà, donc c'est un exemple sur une année que je trouve qui est assez représentatif sur un coût, sur le coût restant à charge pour un employeur pour une année complète d'apprentissage pour une personne en situation de handicap. Voilà, j'en ai fini, Anaïs. J'ai une question, Yannick. Les remboursements, puisqu'il s'agit de remboursements, est-ce qu'ils interviennent en cours d'année scolaire ou bien est-ce qu'il faut que le conseil municipal prévoit bien l'avance des frais et donc budgète bien le coût global? Alors, ça va dépendre de quelle aide. Parce que, par exemple, là, vous voyez mon écran? Oui, on est toujours sur, merci pour votre attention. Ah mince, je suis retournée sur le tableau, alors je m'en vais. Ça va dépendre. Alors effectivement, si elle peut l'anticiper au préalable dans son budget, bien sûr, mais il y a des aides où elle ne va pas pouvoir les anticiper, style un aménagement. Elle ne va pas savoir s'il y a si un aménagement est demandé ou pas. Elle va avoir des difficultés, elle, de pouvoir anticiper si oui ou non il faut 2 000, 10 000, 20 000 € pour cet aménagement. Mais effectivement, il peut anticiper toujours au niveau de votre budget, c'est mieux, sachant que
vous allez percevoir l'aide, par exemple, l'indemnité, ça va être à terme issu de la première année. Donc, si la première année d'apprentissage se finit en décembre, bah, ça sera une année civile, mais si elle se finit en juillet, bah, ça sera en milieu d'année. Voilà. Et pour ce qui est du salaire, de la prise en charge du salaire? Bah, pareil, si le contrat d'apprentissage, c'est sur une année civile de janvier à décembre, bah, ils percevront l'aide, on va dire, à terme échu, donc après décembre, d'accord? Mais si c'est sur de juillet à juillet ou de septembre à septembre, bah, ça sera le septembre N+1 où ils recevront l'aide. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, il faut qu'ils budgètent la dépense. Ils peuvent Oui. budgétiser la Tout ce recette. Oui. S'ils le peuvent, oui. S'ils peuvent l'anticiper, oui, bien sûr. Mais il faut qu'ils budgétisent au minimum la dépense liée au salaire, notamment. Au salaire, ça c'est sûr, ils doivent le faire. Après, l'aménagement, c'est plus compliqué. Merci. Voilà. Ok, très bien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc c'est tout bon. Donc, n'hésitez pas encore à les poser. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, Yannick, Grasserchamp, ainsi que Erwan et As seront à votre disposition pour répondre donc à vos questions. S'il y a d'autres questions au sujet de l'apprentissage en général, bien sûr, Anaïs, n'hésitez pas à contacter l'agence Compétences et Territoires. Voilà, vous êtes disponible à tout moment. Pour ma part, je n'ai plus grand-chose à dire, mis à part que tous les supports ainsi que le lien de rediffusion vous sera envoyé demain, voire jeudi au plus tard. Donc voilà, vous aurez accès à toutes les informations. Voilà, donc s'il n'y a rien d'autre à dire de la part de Yannick ou Anaïs, on peut clore la réunion. Ouais, c'est tout bon. Merci beaucoup pour votre attention. Il est 15h35. Les 1882 diapos sont passés plutôt vite finalement. Je nous félicite pour ce timing. Bon voilà, je vous remercie et puis on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine réunion. 1 heure pour tout savoir, ce sera une réunion multi-thème. Voilà, les invitations vous seront envoyées d'ici une semaine. Je vous souhaite encore une bonne journée et puis une bonne semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.